Bonjour Gérard Larcher, Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI, président du Sénat, assez discret depuis le Big Bang des législatives. Vous allez nous éclairer sur les voies et moyens, comme on dit, que peut avoir le gouvernement pour trouver la porte de sortie et pour gouverner. Mais d'abord, on ne comprend pas très bien, Gérard Larcher, si vous me permettez, ce que vous voulez chez LR. Le chef de l'État, entre autres, vous a tendu plusieurs fois la main depuis le 19 juin au soir. Vous la prenez ou vous la refusez? Écoutez, nous avons toujours dit au cours de la campagne électorale et depuis que nous avons choisi une ligne d'opposition claire, responsable, mais qui doit être attentive aux intérêts du pays, donc utile. Et naturellement, nous ne choisissons pas la voie des blocages. Je pense que les choses sont claires, ce qui veut dire que, texte par texte, nous devons trouver ensemble une nouvelle méthode pour imaginer les relations entre l'exécutif et le Parlement. Le président de la République va sans doute redécouvrir un peu plus le Parlement. Et je crois que ça n'est pas inutile, ça fait partie de l'équilibre de nos institutions. On va détailler la méthode, parce qu'effectivement, on ne comprend pas très bien comment tout ça va se mettre en ligne. Mais je voudrais vous faire réagir à une déclaration de Gérald Darmanin ce matin chez nos confrères de RTL. Je souhaite depuis très longtemps que les LR rejoignent le président. Ça ne vous aura pas échappé, dit-il. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de différences. Vous pouvez lire la citation. C'était il y a quelques minutes. Vous répondez quoi à Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur? D'abord que nous avons des vraies différences. Par exemple, notre conception sur la dépense publique. J'ai même entendu Bruno Le Maire, il y a 24 heures, dire « Nous atteignons un seuil alarmant ». Nous le disons, et notamment au Sénat, depuis maintenant 2 années. Nous n'avons pas la même vision de la gouvernance. Et je pense à la décentralisation. Ça n'est pas rien, l'organisation des pouvoirs dans ce pays. Donc, on a une ligne d'opposition claire. Ça n'empêche pas de se rejoindre sur un certain nombre de textes. Nous l'avons déjà fait au cours du quinquennat précédent. Mais pour ça, il faut une méthode. Mais sur le fond, il dit, par exemple, la sécurité, l'immigration, nous pouvons trouver une majorité absolue. Écoutez, nous verrons les propositions qui seront faites à l'Assemblée. Nous verrons les propositions qui seront faites en matière de sécurité sur la loi, sur la base d'ailleurs d'un projet de loi qui a été déposé au mois de mars dernier, et sur les questions de politique migratoire. Le texte de 2018 a été un échec total. Nous n'avons jamais eu de débat sur ces sujets. Eh bien, ça peut faire partie, me semble-t-il, des dossiers sur lesquels nous pouvons trouver une méthode de travail. Mais alors, le texte par texte, cas par cas, ça n'est pas rejoindre le président. Vous dites qu'il y a une vraie différence. Donc, elle a main tendue, disant rejoignez-nous. Pourquoi? Peut-être pour aller au gouvernement, pour faire un pacte sur plusieurs textes. Vous dites ça n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous avons choisi et décidé, ça n'est ni un pacte de gouvernement, ni une coalition. C'est être utile au pays. Oui, mais alors, à ce stade, on voudrait comprendre, parce que vous avez déjà, et à l'Assemblée aussi, les LR, voté des textes. Oui, par exemple, la réforme de la SNCF. Par exemple, vous êtes abstenu sur certains textes pour qu'ils puissent passer. Mais pardon, quelle est la différence? Il y a eu une élection législative qui a tout changé, et vous nous dites on va faire la même chose. Par exemple, dans la construction des futurs projets de loi, il faudra sans doute qu'on les examine en amont. En amont même du dépôt au Conseil des ministres. Je vais prendre le contre-exemple. Nous lisons un excellent journal économique qui s'appelle Les Échos, et nous découvrons dans Les Échos ce qui va être notamment le texte sur le pouvoir d'achat. Je téléphone à la Commission des finances du Sénat. Avez-vous reçu un avant-projet? Non. La vraie méthode, ce serait d'associer les commissions des finances, les commissions des lois en fonction des textes, et puis de préparer un certain nombre de propositions. Il va falloir une vraie révolution culturelle de la part de l'exécutif, mais aussi de nous-mêmes. Je l'ai dit la semaine dernière dans une assemblée générale des maires en Loire-et-Cher, il faut qu'on ait une révolution culturelle sur notre méthode de travail. Et notre méthode de travail, c'est redonner au Parlement toute sa place. Et c'est vrai qu'au Sénat, nous l'avions déjà occupé, mais là, comme il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ça veut dire une méthode de travail différente. Donc ça, c'est intéressant. Vous dites, donnez-nous les textes en amont,
peut-être pas d'ailleurs pas un seul texte, mais l'ensemble des textes d'une session, ça pourrait être ça. Et en tout cas, ça nous permet, nous de négocier ou de nous allons trouver voir un compromis. Ce que la Première ministre propose au groupe politique. Il reçoit LR à 9h. Elle reçoit, pardon, oui, mais Olivier aussi Marleix au ce groupe matin. politique du Sénat. Elle les reçoit Elle a en tous les cas envisagé, je sais qu'ils ont eu un contact la fin de semaine dernière, mais je pense qu'on ne peut établir tout ça que dans un dialogue approfondi, et un dialogue où on n'essaye pas de débaucher les gens, on essaye de travailler dans l'intérêt du pays. Donc, elle reçoit effectivement les groupes, en tout cas de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une bonne méthode en vue de voir si on peut trouver des accords sur des textes et peut-être de former un gouvernement. LR au gouvernement, c'est une position sur laquelle nous avons dit qu'il n'en était pas question pour la formation politique et les groupes politiques. J'ai lu d'ailleurs une tribune là, du président du groupe LR de l'Assemblée nationale et du président du groupe LR du Sénat, et je me sens en phase. Je me sens en phase. Ce matin. Enfin, vous savez ce qu'ils disent, les deux présidents, effectivement, des groupes Assemblée Sénat. La balle est dans le camp du président, pas dans la nôtre. C'est une attitude constructive, ça? Mais oui, parce que c'est... Je pense que le président doit revenir à son discours d'investiture. C'était le 7 mai dernier. Il a souhaité de nouvelles relations entre l'exécutif et le Parlement, mais aussi les partenaires sociaux, les forces vives, et je le souhaite, les élus locaux. Ces nouvelles relations avec le Parlement, il faut qu'on le bâtisse et qu'on les bâtisse, ces nouvelles relations. Donc c'est vrai que la balle, aujourd'hui, est dans le camp. Vous voyez bien qu'il y a une forme de disponibilité à travailler dans l'intérêt du pays. En tout cas, votre ligne, c'est celle qu'expriment les deux présidents de groupe ce matin dans le Figaro. Je suis en phase avec eux. Alors, le Figaro, qui est consensuel, à droite, publie juste en dessous une autre tribune qui est signée de Christian Estrosi, de nombreux maires anciennement de droite, passés dans le camp macroniste, pour dire les choses. Mais il y a quand même Jean Rottner, Christelle Morancet, deux personnalités puissantes chez vous. Ils sont présidents de groupe, de région. Également Franck Louvrier, il est toujours chez LR, Franck Louvrier, le maire de La Baule. Eh bien, eux, ils appellent au compromis sans compromission. Vous êtes divisés quand même. La décision du Conseil stratégique et du bureau politique a été claire. Nous nous en tenons à cette décision. Je crois qu'elle est une décision qui correspond à notre ligne. Enfin, vous êtes difficile à suivre. Que nous ayons des amis qui souhaitent... Il n'est pas question de se compromettre, mais il n'est pas question non plus de compromis. Il s'agit de converger sur... Alors, pas de compromis, mais convergence. Oui, sur un certain nombre de points. Et au cas par cas. Et texte par texte. Ouais. Nous aurons des sujets importants. Vous avez évoqué la question de la sécurité et de l'immigration. Nous aurons aussi des sujets très importants sur lesquels il va falloir que le gouvernement nous écoute. Au cas par cas. Par exemple, la décentralisation. Vous connaissez parfaitement la Ve République. C'est tenable, le cas par cas. Oui, ça veut dire de changer de méthode. Il faut changer de méthode. Est-ce que vous voyez comme chez Emmanuel... Michel Rocard l'avait fait à une époque, pas uniquement. Avec moins d'obstacles devant lui. Est-ce que vous percevez des indices de changement chez Emmanuel Macron? Écoutez, nous nous sommes rencontrés. Maintenant, je veux les preuves de changement. Et moi, en tous les cas, je suis toujours disponible dans l'intérêt du pays. Je suis toujours disponible. Je rencontrerai... celle qui sera sans doute la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale sans délai. Yaël Braun-Pivet. Oui, que nous connaissons bien, puisqu'elle est élue du même département des Yvelines. Que moi. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, c'est une femme de dialogue. J'avais d'excellents rapports, je dois le dire, avec Richard Ferrand. Nous nous voyons régulièrement. Je pense que nos relations ont été utiles, y compris pour faire aboutir un certain nombre de textes. Mais comme le Parlement va jouer un rôle beaucoup plus important maintenant, je crois qu'il est tout à fait essentiel que nous ayons ces relations positives. J'ai rencontré la Première ministre, je la reverrai. Donc, pas de blocage, ligne d'opposition claire, indépendance
et être utile au pays. Alors, être utile, ça pourrait être jusqu'à, par exemple, être nommé à Matignon, Gérard Larcher? Non, puisque tout à l'heure, je vous ai répondu, ni coalition, ni pacte de gouvernement. Ouais. J'ai une certaine logique dans ma tête, vous savez, de temps en temps. Les élus LR qui, ce matin, disent qu'il faut des compromis, vous dites non compromis, est-ce qu'ils se mettent en dehors de LR d'une certaine façon? Écoutez, mais parce que vous apparaissez très divisé, est-ce que c'est bien pour commencer une nouvelle législature, d'avoir ces voix dissonantes? Il y a un vote très clair du bureau politique, il y a un vote qui est notre Parlement, et il y a eu une analyse du Conseil stratégique. Vous savez, on peut être différent dans une formation politique. Qu'est-ce qu'ils poursuivent comme objectif ? On peut avoir des approches parfois différentes. Vous savez, LR, il y a un pilier social, il y a un pilier régalien, il y a un pilier libéral. Nous vivons ensemble, c'est la richesse de notre famille politique à un moment où il va devoir se rénover, se refonder et faire un chemin pour retrouver une confiance plus large des Françaises et des Français. Dernière question, puis on va parler pouvoir d'achat, c'est important. Est-ce que si une de ces personnalités LR qui appelle au compromis entrait au gouvernement, ça changerait quelque chose? Je crois que, je l'ai dit, un certain nombre de responsables, ce n'est pas le débauchage individuel aujourd'hui qui compte. Est-ce qu'on est capable de créer un climat? Mais ça vous affaiblirait? Ça vous affaiblirait chez LR? Je ne crois pas. Pourquoi? Je pense pas. Je pense que... Vous n'êtes plus que 62 à l'Assemblée. Celui qui est affaibli à la suite des élections législatives, c'est le président de la République. LR aussi à l'Assemblée. Oui. Du simple au double. Mais on nous, avait du double au simple. On nous avait donné mort et nous sommes aujourd'hui en vie, puisque tellement de monde nous recourtisse, ça veut dire que nous représentons quelque chose dans le pays. Vous êtes faible et stratégique. Oui, et maintenant, il faut être stratégique et reprendre des forces. C'est l'objectif. Pouvoir d'achat. Alors, précisément, vous dites au cas par cas. Mais ça veut dire que le gouvernement, il doit intégrer, au fil des textes, les propositions des uns et des autres. C'est l'essuie-glace, c'est la godille, comme dit Jérôme Jaffray. Non, c'est pas l'essuie-glace, c'est l'enrichissement. Ça s'appelle la navette. Et c'est pas un essuie-glace, la navette. Ça permet de tisser et de tisser la loi. Je rappelle que la navette, dans le textile, c'est ce qui permet de construire la toile. Et ce mot n'est pas donné par hasard. Je vais prendre l'exemple. Quand j'évoquais la méthode tout à l'heure, je reviens à cette question de méthode. Nous voyons bien qu'il faut rappeler quand même, avant qu'on parle pouvoir d'achat, qu'est-ce qui crée du pouvoir d'achat? C'est le travail et la compétitivité. Là, vous avez un accord de fond avec le président. Non, enfin, travail et compétitivité, oui. Et on ne peut plus dégrader plus avant les comptes publics. L'INSEE, la semaine dernière, nous annonçait qu'on était à 2 900 milliards. Nous avons emprunté en un trimestre 88 milliards. Mais en même temps, il faut être attentif aux plus faibles, aux plus fragiles. Il faut donc que nous prenions un certain nombre de dispositifs immédiats, ciblés, définis dans le temps, qui permettent de répondre. Donc un certain nombre de mesures de revalorisation des retraites, d'allocations sociales, le point d'indice de la fonction publique. Tout ça est dans le texte du gouvernement. Oui, tout ça. Mais il faut voir aussi quels équilibres, quelles économies nous faisons pour financer cela. Sinon, à un moment, nous irons vers la dégradation, y compris de la notation de la France, à la fin de l'année. Et quand j'entends Bruno Le Maire, qui était si confiant avant les élections législatives, avoir aujourd'hui des interrogations que nous posions au moment des élections législatives, je dois dire que ce texte, il faut trouver les équilibres. Qu'est-ce qu'on fait? C'était une position notamment des Républicains sur la TVA, notamment sur la TICPE, la taxe sur la taxe pour les carburants. Il faut savoir que ça coûte 4 milliards. Donc comment nous équilibrons tout cela? Mais vous n'êtes pas un peu en contradiction avec vous-même, parce qu'Olivier Marleix, lui, pousse une proposition qui consiste en effet à faire revenir le prix du litre à 1,50 € par la baisse des taxes. Ça coûte 10 milliards. D'abord, on ne sait pas sur quelle taxe, on ne sait pas combien de temps, et c'est une mesure qui n'est pas ciblée. En fait, donc, et on ne sait pas comment c'est financé. Alors, pardon, est-ce que c'est pas contradictoire? La TVA. Sur le carburant, il y a 2 TVA. La TVA produit et la taxe sur la taxe. Donc c'est difficile à comprendre pour les gens. Il faut qu'on en débatte, mais il faut derrière que nous trouvions des sources. Mais alors là, vous les trouvez où? 10 milliards, ça coûte, on ne sait même pas sur quelle durée. Écoutez, on en est déjà
semble-t-il, en cumul sur 8 mois 50 milliards. Ouais, c'est le calcul du Figaro. Il faut que parallèlement, nous trouvions la trajectoire de retour à l'équilibre. On n'est pas en contradiction, on peut débattre de ce sujet. Je pense, moi, qu'il faut les mesures les plus ciblées possibles. Les plus ciblées possibles, en direction de ceux qui en ont le plus besoin, et les scander dans le temps, parce que nous voyons bien que sinon la situation sera intenable. Alors, juste, et on avance, parce qu'il y a encore beaucoup de questions, mais une baisse de TVA, elle serait précieuse, mais il faut qu'elle soit visible aussi. Mais alors, elle arrose tout le monde, hein, les plus aisés comme les plus modestes. Ça n'est pas ciblé. C'est un des sujets, voilà pourquoi nous aurons un débat sur voir si elle ne prend que sur la taxe, ce qui est quand même un paradoxe bien français. Oui, sur le principe même, mais ça ne répond pas au ciblage. Pardon, Gérard Larcher nous soutient. Alléluia, s'est exclamé Laure Lavalette. C'est une nouvelle députée du Var, RN, qui a lu votre déclaration la semaine dernière dans le Parisien, selon laquelle la Commission des finances devrait revenir au RN. J'ajoute que Marine Le Pen elle-même s'en est presque étonnée. Elle est citée ce matin dans Le Monde. C'était la tête de pont, parlant de vous, du cordon sanitaire issu du chiraquisme, dit-elle, quand même. Est-ce que le respect des règles de l'Assemblée est à ce prix? Écoutez, avec le RN, nous n'avons pas la même histoire. Je relis exactement ce que j'ai dit dans mon interview au Parisien. Et nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Mais ce sont des élus de la République. Il y a 89, pardonnez-moi, élus de la République. La pratique républicaine dans les assemblées consiste à considérer tous les élus avec un principe d'égalité et de respect. Dans tous les cas, c'est ce que je fais au Sénat. Ensuite, il y a un règlement à l'Assemblée nationale qui dit que le président de la Commission des finances doit être issu de l'opposition. Qu'est-ce que j'ai dit? Je constate que le groupe du Rassemblement national est le premier groupe d'opposition. Donc, elle devrait, conditionnelle, lui revenir en application de ce qui s'est passé depuis 2007. Ce n'était pas l'expression d'un souhait, c'est ce que vous voulez nous dire. C'était le respect de la règle. Elle a raison. J'ai été la tête de pont et je continue d'être la tête de pont d'une barrière totale parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas la même conception de la République. Est-il exclu que DLR soutienne le RN dans cette élection de la Commission des finances jeudi? Écoutez, je ne le souhaite pas. C'est tout. Vous ne le souhaitez pas? Donc, RN ou NUP, représenté par Éric Coquerel, c'est le candidat, vous ne tranchez pas. Comme je l'ai dit au deuxième tour d'élection législative, ni NUPS, ni RN. Oui, mais on le sait, la NUP est plus puissante pour arriver à ce poste en termes de vote. Ça dépendra de l'attitude des socialistes, des écologistes. Je crois que la NUPS n'existe plus. Il y a déjà 3 groupes. Donc vous comptez en fait sur des défections au sein de la NUPS. Je compte sur rien. Les députés pour de l'opposition, que ce poste échappe les députés de l'opposition présents à la Commission des finances décideront. C'est leur liberté. Ils le feront en vertu d'un règlement de l'Assemblée nationale. Au Sénat, nous n'avons pas de règlement, nous avons une pratique. Et cette pratique, nous la respectons. Encore 2-3 questions. Elisabeth Borne, il ne faut pas que la technique gouverne le pays, a dit François Bayrou, visant le profil de la Première ministre. Vous, qui vantez souvent d'ailleurs les élus venus du territoire, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, dans les contacts que j'ai eus avec Elisabeth Borne, j'ai toujours eu des contacts que j'ai plutôt appréciés, que ce soit dans la dimension travail notamment, dans la réforme de la SNCF, dans nos contacts que nous avons aujourd'hui. Je ne regarde pas le profil. Elle a été choisie par le président de la République pour être la première ministre de notre pays. C'est donc mon interlocutrice et c'est l'interlocutrice des sénateurs et des sénatrices. Vous n'exprimez pas de réserve. Le Sénat a été le bastion de l'opposition quand même pendant 5 ans, de la commission Benalla à celle sur McKinsey. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale avec 89 députés RN, plus de 70, je ne sais pas exactement, les groupes vont être constitués aujourd'hui, LFI. Est-ce que l'opposition, elle n'a pas basculé à l'Assemblée? Est-ce que le contre-pouvoir, il n'est pas à l'Assemblée maintenant? On verra. Vous savez, comment vous allez résister? On ne juge que dans l'exercice du pouvoir et du contre-pouvoir. Vous savez, le Sénat, c'est un pôle de stabilité institutionnelle et qui donne toujours priorité à l'intérêt du pays. C'est pour ça que nous avons refusé un certain nombre de textes, parce que nous pensions que c'était l'intérêt du pays. Souvenez-vous du débat constitutionnel sur le climat, le mot garantie. Vous imaginez si on avait adopté cela, les débats sur le nucléaire actuel,
la relance à titre temporaire d'une centrale thermique à charbon à Saint-Avold. Enfin, vous imaginez tout ça. Non pas que la question climatique ne soit pas une question extrêmement importante, qui importe beaucoup d'exigences. Donc, je crois qu'au Sénat, on a cette culture pour construire des convergences tout en restant très clairement dans les valeurs et les propositions qui sont les nôtres. Il faudra aussi que le gouvernement, le président de la République, au premier chef, parce que le résultat des élections législatives, c'est d'abord son résultat et donc son échec pour les élections législatives, entendre les propositions que fera le Sénat, j'allais dire sa majorité, mais aussi son opposition. Un mot, je crois comprendre la réponse. D'après ce que vous avez dit, on ne gouverne pas sous l'émotion. Constitutionnaliser le droit à l'avortement en France, comme l'a proposé Aurore Bergé et d'autres groupes de gauche. Oui ou non? Un mot. Pas répondre oui ou non. Toutes les 9 minutes dans le monde, il y a une femme qui meurt des suites d'un avortement clandestin. Moi, ma ligne de conduite depuis toujours, ça a été presque le début de mon engagement politique. C'est la loi Veil, c'est l'interruption volontaire de grossesse, qui d'ailleurs est adossée par jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui consacre la liberté. C'est une liberté pour la femme. Est-ce qu'elle est menacée en France? La réponse est non. Faut-il le renforcer par la constitutionnaliser? En la constitutionnalisant, je suis, moi, très, et je le répète sans cesse, ne touchons à la Constitution que d'une main tremblante. On aura du débat constitutionnel. Si ce sujet vient, il faudra qu'il y ait un débat. Oui. Je vous conseille de lire ce que écrit un éminent professeur de droit, le professeur Mathieu. Oui. Attention dans la rédaction du texte, pour que ça ne soit pas finalement un recul. Il n'y a pas de danger aujourd'hui. C'est un sujet grave. Merci. Et on ne transpose pas automatiquement. Attention, loi de pulsion. 3 jours après, donnons-nous le temps d'examiner les choses. Merci.